Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez joué des boulevards avant d'en ouvrir un plus personnel qui vous a conduit sur la route du succès. Le paradoxe de votre nouvelle pièce, elle est inspirée par des sosies alors que vous êtes un cas unique. Bonjour Sébastien Castro. Bonjour Jacques, merci infiniment pour cette introduction. Écoutez, on va évoquer votre parcours qui est quand même étonnant, un parcours de théâtre avec une idée géniale, un titre prédestiné puisque ça triomphe au Théâtre Michel. Et le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur ce parcours à travers des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 1er août 2002. C'est votre première télé, le journal de Paris-Île-de-France, qui fait un reportage sur comment devenir une mère juive en 10 leçons au Théâtre Rive-Gauche. Ah mais oui, incroyable. Je crois que j'étais pétrifié. Ah bon? Ah oui, mais pétrifié. Pourquoi? Mais parce que, oh mon Dieu, je passe à la télé, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois regarder. J'étais peut-être pas très naturel. Je sais pas si je le suis plus maintenant, mais j'étais pétrifié. Alors, cette pièce avait démarré au Mélo d'Amélie. Oui. Elle avait continué à Edgar. Et avant de passer au Rive-Gauche. Oui, et après ça continue à la Comédie Comartin, et ça, au Théâtre d'Onou, il y a eu 1300 représentations, mais je n'en ai joué que 700. Voilà. Et Marthe Villalonga avait créé ce spectacle dans les années 90, oui, avec André Valardi. Et un jour, elle a dit, je reçois après le spectacle un groupe de 4 jeunes arabes dans ma loge, et qui disent, mon Dieu, on a quitté notre mère la semaine dernière, et on vient de la voir tout l'après-midi avec vous. Mais c'est tellement ça. Quand vous êtes arrivé dans cette aventure? Alors, moi, c'est une pièce que j'avais vue, que j'avais pas vue au théâtre, que j'avais vue à la télé avec Marthe Villalonga. C'était une de mes pièces fétiches. Et quand je suis entré au cours Périmonie, que j'ai rencontré des jeunes acteurs formidables et qu'on a eu envie de créer une pièce ensemble, je leur ai proposé de reprendre cette pièce. Et on a monté ça avec 3 bouts de ficelle et ça a eu un succès incroyable. Incroyable, 1300 représentations. Incroyable. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Alors, vous avez eu aussi votre période grand spectacle à vos débuts, oui, avec Robert Hossein. Je crois qu'il y a eu De Gaulle au Palais des Congrès, oui, celui qui a dit non. Absolument. Et ensuite, la résurrection de Jésus, oui, au Palais des Sports. Oui. C'est venu comment tout ça? C'est venu que pour monter De Gaulle, il y avait un monde fou sur scène. On était une bonne centaine. Et pour des raisons économiques, il allait chercher des élèves acteurs dans les cours de théâtre, notamment au cours Périmonie où j'étais, et j'ai été pris, je ne sais pas sur quels critères, parce que vraiment il n'y avait pas vraiment de jeu à proprement parler. Et ensuite, pendant qu'on jouait De Gaulle, il a fait passer des auditions pour le 2e spectacle, et c'est comme ça que j'ai enchaîné avec Jésus, et donc j'ai fait 1 an avec Robert. Alors De Gaulle, vous étiez un figurant? Oui, Jésus aussi. Et oui. Jésus, vous faisiez quoi? Alors dans Jésus, ma dénomination c'était homme du peuple. D'accord. Voilà. En même temps, scène, c'était un metteur en scène incroyable. Mais incroyable. Et j'ai adoré le voir œuvrer, le voir monter ses pièces. Et j'ai appris, parmi plein d'autres choses, j'ai appris à me changer très rapidement, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans ma pièce Une idée géniale, puisque dans les 2 spectacles, on passait notre temps à se changer. Et j'ai appris grâce à l'assistant de Robert Hossein, François Chouquet, oui, que je salue, qui réglait les changements de costume, parce que Robert était quelqu'un de très impatient. Et François lui disait, je te promets que c'est juste une question de patience. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, à force de travail, à réduire les temps de changement et à se changer en quelques secondes. Mais Hossein était capable de tout. Pendant les représentations de Gaulle au Palais des Congrès, il avait placé une croix de Lorraine porte-maillot. Ah oui, oui, non, fou, mais hein. Et puis il était là tous les soirs, il accueillait les gens, il venait parler avant aux spectateurs. Pareil sur Jésus, je l'ai vu tous les jours pendant 1 an. Voilà. Et il était totalement passionné. Un jour, il avait monté un spectacle sur Marie-Antoinette où il y avait la mort à la fin, on devait voter avec une boule blanche et une boule noire. Et il y a des Suisses qui arrivent au contrôle un jour, ils disent « on ne votera pas, on est Suisse ». C'est quand même étonnant. C'est merveilleux. Alors, au départ, le théâtre, c'est pas votre univers, puisque vous avez, je crois, un père ingénieur et une mère commerçante, oui, Sébastien Castro. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, mais en famille, à la maison, on regardait Au théâtre ce soir. Oui. Et je me suis très vite passionné pour Au théâtre ce soir, et je le regardais toutes les semaines. Et puis, à un moment donné, j'ai compris qu'on pouvait y aller en vrai. Et mes parents m'ont amené en vrai. Et j'ai découvert que le plaisir était incomparable. Et c'était quoi votre premier spectacle que vous avez vu en vrai? Le premier spectacle que j'ai vu en vrai, c'était au
théâtre du Casino d'Anguin, parce qu'on Oui. habitait à Anguin. C'était une tournée sûrement des Galas Carcenti, et c'était Maria Pacôme dans On m'appelle Émilie. Exactement, où il y avait, je crois, Patrick Bruel. Alors Patrick Bruel n'a pas fait la tournée. Il a fait le Paris uniquement. Il a fait Paris, absolument. Oui. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui a été important pour vous, un duo dont vous allez parfaitement reconnaître la voix. Bien entendu, monsieur, si vous me le prenez, je vous le de pied dans le cap, je lui dégage la nuque et je vous le pompe. Non, ça, tu ne vas pas me poncer quand même. Le client est roi. Poiret Il et commande Serrault. au C'est vrai que Poiret et Serrault, ça a été un déclic pour vous, Sébastien Castro. Oui, j'étais fasciné. J'ai eu la chance de voir Poiret, les deux. Je les ai vus les deux au théâtre. Je crois les deux dans leur dernière pièce. Serrault dans Knock et Poiret dans Rumeur avec Pierre Mondy. Et oui, fasciné par les deux individualités et puis par la complicité incroyable du duo. Et elle est née de façon très curieuse. Il passait une audition au début des années 50 au théâtre Sarah Bernard pour une pièce de La Biche. Il y avait un monde fou et tout d'un coup, Poiret lance à haute voix « Je suis sûr d'être engagé, j'ai une fortune personnelle. » À quoi un inconnu qui était Serrault lui répond « C'est comme moi, je connais la cousine du concierge. » Ils ont commencé à rire, ils n'ont pas fait l'audition, ils ont créé leur duo. C'est génial. C'est extraordinaire. Alors vous, au départ, quand même, vous passez un baccalauréat scientifique, ça n'a Oui. rien à voir, Sébastien Castro. Alors ça n'a absolument rien à voir, mais je suis bien content d'avoir fait un peu de maths et de savoir faire des tableaux Excel qui n'ont rien à voir avec la comédie en elle-même, mais qui m'ont, je crois, aidé à construire une pièce de théâtre. Et ensuite, vous changez d'orientation puisque vous passez, vous préparez une licence d'études théâtrales. Oui, c'est tout ça. C'est quoi ça? Alors je ne saurais pas vous expliquer. Non, si, j'ai fait ça parce que, en réalité, au tout début, je n'assumais pas de me dire je vais être comédien, ça me paraissait impensable. Donc je me suis dit je vais être administrateur de théâtre. Un métier beaucoup plus raisonnable dans un bureau avec un salaire fixe et peut-être que j'arriverai à me retrouver sur un plateau, voilà. Mais d'abord, ayons un emploi fixe dans ce milieu-là. Et puis, j'ai laissé tomber, j'ai voulu me donner ma chance et je suis entré au cours Périmonie. Voilà. Mais surtout, vous avez commencé à préparer une maîtrise dont je crois que seul le titre persiste. C'est le lit dans le théâtre de boulevard. Absolument. Pourquoi? Je n'ai que le titre, hein, Oui. j'ai pas écrit une ligne. Parce que donc j'étais à Paris 3, j'ai appris plein de choses, je suis allé voir plein de pièces que je serais peut-être pas allé voir spontanément, mais j'étais un peu révolté du mépris qu'il y avait pour le théâtre privé d'une manière générale. En fait, le théâtre privé était assimilé au théâtre de boulevard, ce qui est une énormité. Et tout ça était assimilé à quelque chose d'extrêmement dégradant. Et comme c'était vraiment ce qui me plaisait moi, j'ai voulu un peu par provocation faire ma maîtrise sur le théâtre de boulevard. Et ça s'est arrêté sur le titre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans le théâtre de boulevard que le lit est important. Dans les tragédies grecques, j'ai découvert que le lit est mentionné aussi souvent que les tombes. Ah oui, d'accord. C'est étonnant, hein? Incroyable. Alors, donc vous faites le cours Périmonie. Oui. Et puis vous allez créer votre premier spectacle au Mélo d'Amélie. Dolores est une fille bourrée de contradictions. Oui. Parce que c'était pas très abouti, je crois. C'était mon premier spectacle, seul en scène, Oui. que j'ai écrit. En fait, j'avais monté une compagnie amateur. Je l'ai joué en amateur. Et j'ai trouvé avant le jeu au Mélo d'Amélie, je le jouais au Théâtre des Trois Bornes. Oui. Et je suis rentré au cours Périmonie et j'ai démarré aux Trois Bornes en même temps. Donc le spectacle, c'est gentil de dire qu'il n'était pas très abouti, il n'était pas abouti du tout. Oui. Mais j'ai quand même beaucoup appris parce que je me suis retrouvé sur scène, pas tous les soirs, mais je jouais 3 fois par semaine. Et d'être à la fois au cours et d'apprendre et d'être en même temps sur le plateau avec un vrai public, ça a été, les deux ont été une très bonne école. C'est les travaux pratiques en quelque Oui, sorte. oui. Et il y a quelqu'un en plus qui vous a aidé ensuite, Sébastien Castro, c'est Pierre Palmade, car vous êtes rentré dans son atelier. Oui, je l'ai rencontré en 2008. Et on a d'abord fait une émission de télé qui a été pas un bide, mais qui a été un semi-échec. Pendant 3 mois, je crois, le dimanche à 20h20. Ah oui, sur France 3, Ah, ça oui. s'appelait Madine Palmade. Oui. Et j'aime bien quand les échecs se débouchent sur un succès, ça a vraiment été le cas, parce que Pierre était assez vexé que ça marche pas mieux. Et je crois qu'il y a des gens un peu déplaisants qui lui avaient dit, dis donc, toi qui as du flair pour repérer des jeunes talents, là tu t'es bien vautré. Et ça l'a tellement énervé, il a voulu prouver qu'on était une chouette équipe, et il nous a écrit une pièce qui était Le Comique, qui elle a été un grand succès. Oui, et qui a été une pièce malheureusement où il évoque déjà ses addictions, Pierre Palmade. Oui. C'est assez curieux. Oui. Et c'était une pièce, c'était extrêmement courageux. Et j'avoue que quand j'ai commencé à lire, j'ai trouvé ça, j'étais extrêmement déstabilisé. Je me disais, mais il veut vraiment comme ça se mettre à nu et parler de tout ça.
Et il l'a vraiment bien fait. Ça a été un gros succès. Et je pense que les gens étaient touchés que ce soit aussi drôle et aussi personnel. Oui, et c'était étonnant. Je crois que c'était au Théâtre Fontaine et Oui. c'était plein tous les soirs. Oui, c'était plein tous les soirs. Et après, il y a eu plus de 80 dates de tournée. Et ça vous a valu, je crois, une nomination au Molière pour un second rôle. Oui. Quel était votre rôle dedans, Sébastien Castro? J'ai joué le rôle du concierge. Ils nous avaient tous écrit des rôles sur mesure. Et là, j'étais une sorte de personnage horrible, raciste, xénophobe, homophobe. Et une fois, quelqu'un m'a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime, votre personnage ?» J'ai trouvé ça horrible parce que le personnage était absolument détestable. Mais Palmade, vous avez eu beaucoup de conseils pour l'avenir. Oui, et il m'a donné énormément confiance dans le fait d'écrire. C'est que c'est le... Je le faisais... Enfin, j'en parle au passé parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment. Mais personne ne l'a vu. Oui. On ne l'a pas vu depuis un moment, oui. Mais même avant la triste actualité, je ne l'avais pas vu depuis 2-3 ans. Et je le faisais rire dans la vie et il m'a dit mais tu devrais écrire, t'es drôle dans la vie, essaye de tirer profit de ça. Et je me suis dit mais la vache, si Palmade me dit ça, je peux pas passer à côté du conseil. Et vous avez écrit et aussi fait d'autres choses. Une autre date importante dans votre vie, le 16 décembre 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Castro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sébastien Castro. Nous parlerons tout à l'heure de cette idée géniale que vous avez eue de monter, une idée géniale au Théâtre Michel. On revient sur votre parcours, on a vu vos débuts. Et puis, le 16 décembre 2008, c'est une date importante, vous recevez un prix lié à cette voix. Ah voilà, tu l'as vu retourner? Le prix Rému de la révélation théâtrale. Oui. C'est la 3e édition et je crois que le président c'est Claude Lelouch. Et c'est à Marignane qu'il y a un musée Rému. Je ne sais pas si vous en souvenez. De ce prix. Ah ben je m'en souviens très très bien. Je me souviens très bien. Et c'était au Théâtre du Palais Royal. Ça malheureusement ça a été la dernière édition de cette cérémonie. Oui. Et oui, c'était toujours toujours pour le comique, toujours pour la pièce de Palmade. C'est-à-dire qu'il y a eu le prix Rému et quelques mois après, il y a eu la nomination. Voilà. Et Rému, je crois que c'est Isabelle Noin Rému qui était la petite fille de Rému qui a monté ce prix. Et d'ailleurs, il y a des choses extraordinaires sur Rému qu'on ne connaît pas. On a découvert récemment qu'au départ, dans Marius, Rému devait jouer Panis. Ah oui. Et il a refusé parce qu'il dit « Je veux être le propriétaire du bar, ce n'est pas monsieur Rému qui va rendre visite à monsieur Charpin, qui jouera finalement Panis, c'est l'inverse. » Oh, c'est drôle. C'est fou. Ah oui. Vous connaissez ce théâtre de Rému, de Pagnol? Un petit peu, oui, un petit peu. C'est aussi une forme de théâtre tout à fait éternelle. Oui, et qui n'a pas été remonté, je crois, enfin en tout cas à Paris, ça fait un moment que ça n'a pas été à l'affiche, oui. Alors, ces prix, je crois, vous en donnez confiance, finalement, Sébastien. Ah oui, ça, on se sent un tout petit peu plus légitime. On a toujours l'impression... Et puis en 2008, je faisais ce métier depuis même pas 10 ans. Et au début, c'est-à-dire qu'au début, je sais pas comment expliquer, vous voyez, j'en bégaye. C'est qu'on fait une première pièce, puis une deuxième, et on se dit, mais je fais pas encore vraiment ce métier. On a l'impression comme ça de balbutier. Et en fait, ces petites récompenses, même si ça peut paraître un peu futile, à un bout d'un moment, on dit, ah bah oui, peut-être que je suis comédien, quoi. Voilà. Et vous avez commencé un second seul en scène à écrire. Oui. Toutes mes condoléances, qui a une particularité. Vous avez été engagé au Petit Palais des Glaces sans que le directeur Jean-Pierre Bigard ait lu le texte. Oui. C'est vrai. Alors celui-là était beaucoup plus abouti que le premier. Et oui, c'est vrai. Il m'a. C'est rare ce genre de choses. Bah ouais, et je le remercie tellement. Et c'est un homme absolument merveilleux. Oui, il m'a fait confiance et il m'a dit il faut bien que tu le démarres ton spectacle. Donc vas-y. Et puis ouais, je pense aussi qu'il voulait pas le lire parce que voilà, pour lui, un seul en scène, ça n'avait pas de sens de le lire. Et il voulait me laisser m'exprimer, quoi. Donc, ce seul en scène, c'était une suite de sketchs sur les scènes de la vie quotidienne. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'était un personnage de... de loser. Il fallait comment réagir dignement lorsqu'on surprend sa femme chez son voisin, nue d'ailleurs. Nu. Comment annoncer à sa concierge que l'on vient par mégarde d'écraser son chat. Oui. Sur les thèmes de la vie quotidienne. Oui, c'était un personnage un peu maladroit. Oui. Qui essayait de se sortir voilà. Il y avait un sketch qui avait beaucoup marqué les gens, c'était comment obtenir un rabais auprès d'une prostituée, redoutable en affaires.
C'est vrai. Et c'est vrai que toutes les idées vous venaient comme ça, Sébastien Castro? Oui, c'est difficile de parler de la façon dont j'écris, mais c'est des moments où ça arrive et on sent que l'idée est là et qu'il faut se mettre, il faut pas la laisser passer, qu'il faut se mettre devant l'ordi et qu'il faut allonger ça sur le papier, mais sur l'ordi. Et il faut le jouer tous les soirs sur scène, ce qui est pas évident. Et après, il faut le jouer tous les soirs, mais c'est bien, je trouve, quand on écrit, d'essayer d'oublier un peu qu'on va être l'interprète, pour pas trop se censurer de « oh mon Dieu, il va falloir que je joue ça ». Et j'essaye, quand j'écris, j'ai quand même une part dans ma tête qui sait très bien que c'est moi qui vais jouer, mais j'essaye quand même un peu de l'oublier. Et d'ailleurs, il y avait, à l'époque, j'avais vu des articles où il y avait beaucoup de violence dans ce spectacle lorsque vous jouiez, alors que vous êtes un homme théoriquement gentil. Oui, ben, je sais que j'ai voulu sortir un peu de... Je voulais pas que ce soit le spectacle où on m'attendait forcément. Voilà, c'était un spectacle qui était pas forcément tout public. Et d'ailleurs, je crois que ça a été un petit peu J'étais très heureux de le faire et je suis très fier de ce spectacle. Mais c'était clairement, et c'était pas un spectacle tout public, c'était pas un spectacle pour les enfants. Il y avait des choses un petit peu, voilà, un petit peu. Et j'ai eu très envie, après ça, de faire des spectacles tout public. Et mes 2 pièces, Une idée géniale et Avant J'ai envie de toi, je suis très heureux de me dire que dans la salle, il peut y avoir des enfants et des seniors, et il y a vraiment tous les âges. C'est le but du théâtre. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce spectacle a démarré au Petit Palais des Glaces, Oui. une salle minuscule, et vous êtes allé ensuite à la Comédie de Paris, Oui. et tout ça a duré 2 ans. Et tout ça a duré 2 ans, et ça a été une très belle aventure. Et c'est ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est de pas tout le temps faire la même chose. Et c'était vraiment, c'est une autre aventure d'être seul avec le public. Tout est démultiplié, c'est-à-dire que si c'est plus difficile, ça peut être très angoissant. Et quand le public est en joie, c'est extrêmement euphorisant. C'était une expérience magnifique que je referai peut-être un jour. Oui, parce qu'en plus, vous êtes arrivé à un moment où il y avait quelques seuls en scène, mais pas autant qu'aujourd'hui, Sébastien Castro. Oui, c'était moins l'explosion. Et là, maintenant, j'ai presque l'impression d'être à contre-courant là, en revenant avec une pièce de boulevard, et j'ai pas du tout honte d'employer ce mot-là. En fait, de revenir presque à la base, mais qu'il y a de moins en moins quand même. Il y a beaucoup moins en moins de pièces de boulevard. Justement, le boulevard avec Au Théâtre ce soir, bon, on sait que cette émission a démarré pour 9 semaines au départ en 66, et que ça a duré 411 soirs, à la surprise générale. Et vous avez, à vos débuts, Sébastien Castro, joué des classiques de Au Théâtre ce soir, par exemple Le Visant Voyageur. Oui, qu'on vient de rejouer là cet été avec Michel Faux, au Théâtre de la Michaudière, et qui sera diffusé sur France 2 très prochainement, et qui est une pièce, ça me permet de parler de Récounet, qui a été, sans s'en rendre compte, ça a été mon prof d'écriture de théâtre avec Palmade. C'est que Récounet écrit les comédies et les pièces de boulevard comme personne. Il sait construire de manière incroyable. On dit que c'est le Feydeau anglais. Oui. Et je crois qu'il avait une spécialité. Quand il écrivait une pièce, il l'a créée en province, au loin de Londres, pendant 1 an en jouant. Il l'a transformée et ensuite il l'a placée à Londres. C'est un travailleur incroyable. Et j'ai énormément appris de lui, donc non seulement dans l'écriture, mais aussi dans sa méthode d'écriture. Et là, j'envisagerais pas de démarrer une pièce directement dans un théâtre parisien, que ce soit J'ai envie de toi ou Une idée géniale. On a démarré à Toulouse, au théâtre des 3T. C'est un théâtre magnifique où on a pu démarrer la pièce et où tous les jours on retravaillait, je réécrivais, on répétait. Et la pièce a énormément gagné en 1 mois là-bas. Comment avez-vous découvert Récounet ? Alors, c'est quoi la première pièce que j'ai vue de lui ? Je crois que c'est Le Saut du lit. Le Saut du lit, Théâtre oui. des Variétés. Oui. Après, très vite après, j'ai vu C'était encore mieux l'après-midi au Théâtre des Variétés. Et j'ai souvenir d'un choc vraiment, du plaisir évidemment de voir ces pièces folles et incroyablement construites et drôles. Et du choc d'entendre des salles pleines à craquer. Les Variétés, c'était 900 personnes, hurler de rire du début à la fin. Et vous ressortez de là presque un peu shooté.
d'avoir ri et d'avoir entendu autant de rire. C'est-à-dire que c'est une vague humaine de rire et de gens qui bougent. C'est assez étonnant. Et alors, Le Vison Voyageur, ça a été créé par Poiret et Serrault. Oui. Et ensuite, il y a eu un comédien qu'on a totalement oublié, mais qui remplissait les salles, qui s'appelait Jean-Jacques, qui est un comédien belge. Jusqu'à sa mort, il a fait du théâtre, un peu de télévision dans les jeux de 20 heures, mais il est totalement oublié aujourd'hui. Mais c'est notre sort à tous. Mais les acteurs sont très 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 vite oubliés. Et ça permet de remettre un peu les idées en place. S'il nous arrive de nous la péter un peu, j'espère pas trop, mais c'est qu'on est oublié et c'est bien normal. Il y a des choses... Enfin, c'est pas gentil pour lui, mais on parlait d'un acteur célébrissime qui est toujours vivant, une star du cinéma qui a plus de 80 ans. Et c'était il y a quelques années, ma nièce, qui était adolescente, nous a demandé c'est qui. Et on s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, ça remet les choses en place. Et puis il y a eu Adieu Berthe, classique avec Francis Blanche, que vous avez aussi repris, ce qui était aussi un pari, Sébastien Castro. Oui, on a monté ça au théâtre Montreux-Riviera, où j'ai beaucoup joué. Et excellent souvenir aussi. Parce que Francis Blanche improvisait tous les soirs. Dans la version télé, on le voit faire un numéro avec Jean Carmet et Laurence Riesner. Mais tous les soirs, la pièce durait une demi-heure de plus en fonction de l'humeur de Francis Blanche. Comme La Cage aux Folles avec Poiret et Serrault. Pareil. Mais là, c'est aussi une mécanique. Il faut y penser. Changer comme ça tous les soirs. C'est pas votre truc. Vous parliez de Récounet tout à l'heure. Enfin, parce que je suis très admiratif de son théâtre et ça ne s'y prête pas et je pense que ça se prête. Enfin, en tout cas, une idée géniale. Il y a la variation, ça va être par rapport au si le public est très rieur ou s'il est hystérique. Exact. Et ça peut rajouter 5 minutes de rire. Alors, une idée géniale, on en parle tout à l'heure, mais il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 29 août 2019. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sébastien Castro. On a évoqué vos débuts, votre passion pour le boulevard. On évoquera tout à l'heure une idée géniale, une pièce qui triomphe au Théâtre Michel. Et puis je parle du 29 août 2019. C'est une date que vous n'êtes sans doute pas oubliée. Ah, ça y est, j'ai. C'est la première pièce qui est J'ai envie de toi, première au Théâtre Fontaine. Oui. Et ça, c'était vraiment une pièce que vous avez voulu écrire et qui est inspirée par une erreur de texto. Oui. C'est une petite mésaventure personnelle, mais qui nous est sûrement arrivée à tous. Oui. Vous envoyez un texto et vous vous trompez de destinataire. Oui. Et vous l'envoyez vraiment à la personne à qui il faut vraiment pas l'envoyer. Et comme ça faisait très longtemps que je voulais écrire et que je n'arrivais pas à sauter le pas, dès que j'avais une idée, quelle qu'elle soit, qui pouvait être un tant soit peu rigolote, je la notais. Et quand je me suis dit, allez, j'y vais, j'écris, j'ai commencé par recenser tout ça, toutes ces petites idées-là, et il y avait erreur de texto, et ça a été effectivement le point de départ. Et après ce déclic, on commence à écrire et ça prend des mois. Et ça prend, j'avais très peur de pas réussir à finir, donc je m'étais donné pour consigne d'écrire une première version en un temps. Je m'étais donné 1 mois pour écrire une première version, ce que j'ai réussi à faire. Mais après, j'ai mis des mois et des mois, voire des années à retravailler cette première version, et avec l'aide notamment de José Paul qui a fait la mise en scène. Voilà. Et surtout, c'est ce côté disciple de Francis Weber qui, lui, écrit toujours une première version d'une pièce, la jette, recommence à travailler le matin, et au bout de 2 heures, il est tellement fatigué qu'il appelle un kiné. Car c'est ça l'écriture. Et ben, en tout cas, il m'a beaucoup appris, Francis Weber, dans un bonus de DVD où il disait l'écriture, c'est la réécriture. Exactement. Et effectivement, il y a des auteurs qui disent mais moi j'aime pas réécrire, mais c'est souvent dans la réécriture que la première version, peut-être qu'on trouve 90% de la pièce, mais les 10 derniers pourcents qui vont être du peaufinage sont absolument capitales. D'ailleurs, il y a dans cette pièce J'ai envie de toi un voisin qui pourrait être un François Pignon bis. Ah, complètement, c'est son cousin, Germain. Et l'idée est venue comme ça, en vous inspirant, en pensant à Weber? Alors, en fait, on m'a beaucoup parlé du Dîner de cons, parce que bien sûr que ce personnage-là, on pense au Pignon et surtout au Dîner de cons. Mais c'est mon inspiration, c'est avant tout, comme j'en parlais tout à l'heure, les pièces de Récounet,
où il y a systématiquement le duo de clowns, et où il y a le clown blanc et l'Auguste, et où évidemment l'Auguste est moins brillant et moins rapide d'esprit que le clown blanc. On a un peu oublié que le dîner de con, en fait, un soir, il est invité à dîner chez Castel, Francis Weber, et il est invité à un dîner de con. Alors, il n'a jamais su s'il était le con de la soirée, mais c'est comme ça qu'il a eu l'idée de la pièce. Ah ben, je savais pas. Extraordinaire, hein. Je savais pas. Jean Castel faisait des dîners de cons régulièrement. Chacun venait avec la personne adéquate. Mais j'imagine que ceux qui n'étaient pas le con étaient quand même prévenus. C'est-à-dire que s'il a été prévenu de rien, peut-être que c'était le con. C'est pour ça qu'il s'interroge encore aujourd'hui. Alors, vous avez donc commencé à écrire cette pièce, c'était un vaudeville boulevard, mais aujourd'hui, un vaudeville, c'est un rythme différent de voici 20 ou 30 ans, Sébastien Castro. Oui, je crois, parce que même quand on a repris, on a repris C'est encore mieux l'après-midi, qu'on a eu l'autorisation de réadapter, on est parti de l'adaptation de Jean Poiret qui était brillantissime, et on l'a énormément resserré. La pièce faisait 2h20 et on est arrivé à 1h25, donc on a énormément... oui, les choses se sont accélérées et maintenant on a envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il ne faut pas que l'exposition fasse une demi-heure. Voilà. Et en plus, il y a quelques décennies, on avait 12 comédiens sur scène, ce n'est plus possible aujourd'hui. Beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Même dans J'ai envie de toi, on était 6 comédiens. Et j'avais envie, je voulais pas qu'on soit 3-4, c'est-à-dire que pour avoir des ressorts... J'avais besoin d'au moins 6 personnages et je me suis dit je mets pas toutes les chances de mon côté, et heureusement c'est Pascal Legros qui a produit la pièce, et ça a pas du tout été une question pour lui qu'on soit 6. Et vous avez enquêté sur les textos les plus fous avant d'écrire, ou c'est parti comme ça? Non, j'ai pas fait d'enquête. En fait, il y avait plusieurs sujets dont je voulais traiter. Il y avait ce texto, il y avait une histoire de placard. J'adore les histoires déjà tout ce qui est immobilier, copropriété me fascine et m'amuse, et donc j'étais parti sur un placard qui se situerait entre 2 appartements et dont chaque voisin se disputerait la propriété. C'est vrai qu'il y a des codes du boulevard. Ah oui, bien sûr. Il y a des codes, il y a des récurrences. Il y a évidemment que le mensonge, le malentendu, le quiproquo, c'est vraiment la dissimulation. Tout ça, c'est la base, oui. Et le problème des auteurs de boulevard, c'est que c'est la chose la plus difficile du monde. Ils peuvent rester pendant des jours et des jours sans trouver la moindre idée, sans trouver le moindre quiproquo. Effectivement, sans point de départ et sans idée forte, c'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer à avoir une idée qu'on croit forte, parce qu'on peut croire qu'elle est forte et puis elle l'est pas du tout, avant de démarrer, oui. Alors il se trouve que ça vous a valu une nomination au Molière de la meilleure comédie en 2020, ce qui a été une bonne surprise pour vous. Ah, pour une première pièce, oui, c'était plus qu'une bonne surprise, oui. Mais en même temps, ça a changé votre vie, vous êtes entré dans la cour des grands. Alors ça, je ne sais pas, mais... que ça a changé ma vie, j'en suis certain, de me rendre compte que... Alors, après, il y a la première pièce, et on se dit toujours, mais si ça se trouve, j'ai écrit une pièce, ça ne veut pas dire que je pourrais en écrire une deuxième. C'est pour ça que j'avais commencé à écrire la deuxième avant que la première se monte, en me disant, je me mets comme ça, si la première marche, j'aurais pas la pression de mon Dieu, maintenant, il faut que je fasse aussi bien. Et si ça marche pas, je serais pas découragé. Donc, j'avais écrit une idée géniale. Et le fait que la deuxième marche encore plus que la première, ça ne veut pas dire que la troisième marchera, mais en tout cas, je me dis, bon, voilà, peut-être que je sais écrire. Oui, en tout cas, il faut savoir une chose, Sébastien Castro, vous avez écrit cette première pièce, J'ai envie de toi, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, il fallait écrire cette pièce. Oui, vous pensez à José Paul? Exactement. Ah oui, vous êtes au courant de tout. En fait, j'avais réussi à convaincre José Paul de monter C'était encore mieux l'après-midi. Et à la base, il n'était pas chaud, parce que José, il a bien raison, il préfère créer des pièces que de reprendre des pièces. Et donc, il m'avait dit non, et puis je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire une lecture? Donc, on a fait une lecture, et il a constaté que la pièce était tellement redoutablement écrite qu'il s'est dit, ok, bon, on y va, mais on y va à condition que la prochaine pièce soit une création. Et on fera pas 2 fois de suite une reprise. Et il m'a dit, commence à chercher une création. Et je me suis dit, et si j'essayais de l'écrire moi? Voilà. Ce que j'ai fait, je ne lui ai rien dit. Et un jour, je lui ai amené un texte
Et je lui dis, bah tiens, lis ça. Il me dit, bah oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, c'est une pièce que j'ai écrite. Et il est un peu tombé des nues. Et il l'a lu en une semaine, même pas. Et comme il est extrêmement perfectionniste et qu'il fait toujours beaucoup retravailler les auteurs, je m'étais dit, au pire, il me dit non. Et au mieux, il me dit, bon, pourquoi pas, mais il y a du travail. Et en fait, il m'a dit, on va la retravailler, mais je te dis oui, je te dis oui. Ok, on y va. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, c'est encore mieux l'après-midi, j'y reviens, parce que finalement, vous avez concrétisé un rêve, adapté Jean Poiret, Sébastien Castro. Mais oui, oui. C'est vrai que quand on admire quelqu'un quand on est enfant et qu'on adapte un texte ensuite, c'est extraordinaire. Ben, d'adapter Récounet et Jean Poiret, ouais, c'est... donc j'ai parlé de Palmade et de Récounet, mais aussi, bien sûr, on peut rajouter Poiret. Voilà. Et Poiret, il faut savoir qu'il a signé ses adaptations, mais au début, quand il faisait des adaptations, il ne voulait pas les signer. Tailleur pour Dame, que Pierre Arditi a créé en 85, Poiret a rajouté un acte, et il n'a pas signé. Il n'est pas signé au départ, et son nom, et après... Quelques années après. Son nom est apparu. Voilà, oui. il ne voulait pas, c'est assez curieux, alors que c'était du génie. Et en fait, c'était tellement du génie que c'était difficile d'imaginer que c'était pas du Feydeau. C'est-à-dire qu'il s'était mis dans la peau de Feydeau pour rajouter effectivement... une heure de pièce. Et Poiret, qui adorait écrire, souffrait en même temps dans l'écriture. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort très jeune. Chacune de ses écritures était une souffrance permanente. Mais je crois que je peux comprendre. J'espère que je ne mourrai pas aussi jeune que lui. Et j'ai souvenir de l'annonce de sa mort, et je crois que j'avais 16 ans. Ouais. Et je ne le connaissais pas personnellement, mais ça m'a énormément affecté parce que je me disais on n'aura plus d'œuvre de lui, et j'ai trouvé ça que c'était extrêmement triste. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je comprends l'angoisse quand vous écrivez une pièce qui se veut comique. Avant de la faire lire, vous ne savez absolument pas si ça va être drôle ou pas, et vous vous dites mais si une pièce comique, si les gens ne rient pas, ça devient pathétique. Donc c'est très très angoissant de se lancer dans une aventure comme ça. Voilà. Et Feydeau, dont on parle justement, il avait une particularité, il écrivait, après il marchait, il lisait son texte, et quand il riait de son texte, il gardait la phrase. C'était une autre forme de travail. Ah bah. Alors vous avez aussi une particularité, Sébastien Castro, ce sont des tocs avant d'entrer en scène. Vous vérifiez chaque détail. Je vérifie mes accessoires. Bon, là, faut vraiment que les costumes soient bien mis à la bonne place parce que on n'a pas le droit à l'erreur. Mais oui, je vérifie tout plusieurs fois. Et on a un régisseur plateau qui lui aussi a plein de tocs. Donc en fait, on passe l'un derrière l'autre et on vérifie tout. Ça finit par énerver les autres comédiens. Non, ils attendent ailleurs, ils attendent à côté. Enfin non, mais chacun vérifie. On est tous assez pros et tout le monde vérifie. Mais ouais, Guillaume et moi, on passe beaucoup de temps à tout vérifier. Mais beaucoup de comédiens ont des tocs. Guillaume Canet a un toc particulier. Chaque fois qu'il sort de chez lui, il vérifie après une dizaine de fois si la cuisinière est bien éteinte. Ah oui. Ne me dites pas ça va me donner envie de vérifier. Non, faut pas. Alors, une autre pièce aussi qui a marqué votre carrière, même si vous n'étiez pas à la création, Sébastien Castro, c'est Le Prénom. Oui. J'étais à la création dans la salle en tant que spectateur. Oui. Et j'ai fait partie de la deuxième distribution que Bernard Murat a remonté dans le même théâtre Édouard VII, seulement 8 ans après. La pièce a eu le succès qu'on sait, il y a eu le film, il n'y a pas eu de tournée, et c'était une envie du producteur Pascal Legros de remonter la pièce pour faire une tournée. Ils se sont dit avec Bernard Murat, mais on va pas faire qu'une tournée, refaisons-la à Paris. Et puis, et finalement, je n'ai fait que Paris parce que les choses se sont décalées, que j'ai créé J'ai envie de toi, donc j'ai pas pu faire la tournée. Voilà. C'est une pièce qui évoquait justement le problème d'un prénom à la naissance. Et moi, je viens de René Goscinny se faisant jeter par l'état civil parce qu'en 68, quand sa fille Anne est née, il a voulu lui donner les prénoms de Anne Barricade. Ça n'a pas marché. Et puis il y a eu la pub aussi, parce que vous avez fait de la pub aussi, Sébastien Castro. Je crois que pour une eau minérale, pour de la restauration rapide et la banque postale. Oui, j'en ai fait beaucoup, oui, plein. Et pourquoi des pubs radio. Des pubs radio. On ne voit pas mon visage. Voilà. En revanche, beaucoup de comédiens ont vécu grâce à la pub, à commencer par celui-ci. Avec Volkswagen, pas de problème. De Funès, pour survivre, a fait 7 pubs. Oui. Incroyable. Il y a des pubs avec Jean Carmet tout jeune. Et c'est vrai que De Funès fait partie aussi de vos maîtres.
Ah, absolu, maître absolu. Parce que à la fois toujours d'une sincérité totale, d'un investissement absolu, et c'est pour ça aussi qu'il est mort jeune, parce qu'il se donnait à 100%, il trichait pas, et il pouvait être extrêmement excessif, mais toujours avec une sincérité et un investissement total. Et c'est pour ça que ça ne se démode absolument pas. Ah non, ça reste intemporel. C'est tout le mal que je vous souhaite d'ailleurs, avec cette pièce qu'on va évoquer à travers une autre date, le 17 août 2023. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Castro. On a parlé donc de vos débuts, du théâtre de boulevard, de votre première pièce J'ai envie de toi. Et puis vous avez effectivement écrit une seconde qui a été repris le 17 août 2023 au Théâtre Michel. Vous avez déjà eu, je crois, 2 Molières avec cette pièce, non ? Oui, Agnès Bourri, ça je suis tellement content de ça. Je fais une parenthèse sur Agnès Bourri. Agnès Bourri, elle est metteur en scène depuis 40 ans. Et et elle a joué par hasard parce que des gens l'ont demandé de jouer dans des films ou dans des séries. Mais au théâtre, elle avait quasiment pas joué. Et je propose à José Paul de jouer le rôle principal, le rôle d'Arnaud, et de faire la mise en scène. Et il me dit, mais le rôle est écrasant, je peux pas faire les deux. J'ai demandé à Agnès Bourri de mettre en scène avec moi. Et on n'a pas encore trouvé la comédienne qui va jouer la voisine Catherine. Et on organise une lecture de travail pour entendre la pièce parce que j'avais écrit des nouvelles scènes. Et Agnès dit, je vais le lire. Et elle lit le rôle. Et elle est quasiment aussi irrésistible que maintenant, tous les soirs. Et avec José, on se regarde et on lui dit, mais Agnès, on va arrêter de chercher une comédienne, tu vas le jouer. Et il a fallu qu'on la convainc. Et je crois qu'on regrette pas, elle non plus. Elle est géniale. Et elle a eu le Molière du meilleur second rôle. Et la pièce a eu le spectacle a eu le Molière de la meilleure comédie. Et qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir-là en entendant votre nom ? Parce qu'on s'y attend pas. Alors déjà, les nominations, on est très heureux. Oui. Et en fait, on a l'habitude, on sait qu'on est nommé. Et après, quand on est nommé, on a quand même 3 chances sur 4 de ne pas avoir le prix. Oui. Donc on se dit, c'est très bien, nomination. Et il vaut mieux ne plus rien attendre d'autre pour pas être déçu. Et on va à la cérémonie en disant, il y a 3 chances sur 4 pour que, comme d'hab, je reparte sans rien. Et là, Agnès a le prix. Donc on est déjà très content. Et puis après, la pièce a le prix. Et en fait, faut pas accorder plus d'importance que ça n'en a. Je dis ça parce que il y a des gens qui sont très déçus. Et là, pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est que le public soit heureux et que le public soit présent. Et le Molière, c'est vraiment une grosse cerise sur le gâteau. Oui, en même temps, on entend son nom, il faut monter sur scène et dire quelque chose. C'est ça, en fait, c'est un mélange de joie, de dire génial, on l'a. Et d'angoisse de dire la vache, maintenant, faut aller faire le discours. Vous avez assumé. Alors, cette pièce, elle est née finalement d'une idée des sosies. Oui, une idée des sosies qui a un ressort très classique dans la comédie. Et comme ça a été beaucoup fait, je me suis dit qu'il fallait se distinguer un peu. Et je me suis dit, il y a eu beaucoup de frères jumeaux. Il y a eu des pièces avec des jumeaux, des jumelles, notamment Maillan dans Lily et Lily. Enfin bref, je ne vais pas toutes les citer. Il y a eu des sosies. Je vais faire 2 sosies et le frère jumeau d'un sosie. Et comme ça va être encore plus le bordel. Voilà. Et donc, cette idée, il a fallu des mois pour la travailler, parce qu'au départ, c'est une histoire qui commence par la visite d'un appartement entre 2 personnes qui veulent s'installer ensemble. Oui, toujours ma passion pour l'immobilier. Oui. Donc, un couple, Arnaud et Marion, visitent un appartement et Arnaud a le sentiment justifié que Marion a craqué sur l'agent immobilier. Oui. Ce qui est une situation très désagréable. C'est pas terrible. C'est pas top. Il sait pas comment gérer ça et quelques jours après, il tombe par hasard dans le RER sur le sosie de l'agent immobilier qui fait du théâtre amateur à ses heures perdues. Et il convainc cet homme que je joue de se faire passer pour le vrai agent immobilier, de se faire passer pour un sale type et de dégoûter Marion. Et évidemment, ça c'est pas aussi simple que prévu. Et il se trouve que ce sosie, Thomas, qui est le sosie de l'agent immobilier Cédric, a un frère jumeau, Jules. Il faut s'y retrouver là-dedans, pour l'auteur. Il faut s'y retrouver. Et vous jouez tous les rôles aussi. C'est ça qui est rigolo. Alors, comment on fait justement pour jouer plusieurs rôles en même temps, même si on est des sosies et des jumeaux, c'est pas facile. Je ne dévoile rien, je vais juste vous raconter une anecdote, c'est que vraiment tous les soirs, il y a des gens qui nous attendent, des spectateurs qui nous attendent,
et qui nous disent mais on comprend pas, on pensait que vous étiez 3 comédiens et on a vu au salut vous étiez seul à saluer, enfin seul moi avec mes 3 partenaires, mais ils disaient on a vu 4 personnes saluer, on pensait voir 6 ou 7 personnes. Comment vous faites ? Et désolé, mais on ne dit rien et on a promis qu'on dirait rien à personne. Et ce qui fait que les gens reviennent pour essayer de comprendre. C'est une bonne chose. Donc c'est ce qui fait que la pièce c'est complet. Alors il se trouve que quelqu'un était obsédé par les sosies toute sa vie, c'est Philippe Bouvard. Ah oui. Dès les années 58, il a commencé à faire un cours de sosie chez Michel Arnaud puis chez Jean-Christophe Averty, avant de faire des rencontres de sosie dans son émission, et j'étais l'assistant. Et c'est comme ça que j'ai connu le sosie de Michel Sardou, étonnant. Ah oui. Des sosies de Johnny, il y en a à pagaille. J'en connais quelques-uns. Il y en a à pagaille, Richard Anthony. Et puis le plus étonnant, c'est quand même Huguette Fenfrock, qui était une dame des alentours de Saint-Étienne, qui était le sosie de la reine d'Angleterre. Oui. Mais oui. Je ne sais pas si vous l'avez connue, elle faisait les supermarchés avec la couronne. Et quand on l'appelait, qu'on ne disait pas « Bonjour Majesté », elle vous raccrochait au nez. Ça vous a obsédé aussi les sosies pour vous alors, Huguette, redites-moi son nom de famille. Fenfrock. En fait, je la connais parce qu'il y a une pièce de boulevard qui s'était jouée des années à la Comédie Comartin qui s'appelait « Reviens dormir à l'Élysée ». Et à la fin, ils accueillaient la reine d'Angleterre qui était jouée par cette dame, qui venait sur scène 4 secondes. Et qui effectivement était extrêmement ressemblante. Obsédé par les sosies, je ne sais pas, mais j'ai des très bons souvenirs de pièces avec des sosies. Et effectivement, quand vous riez énormément et qu'en plus il y a l'aspect un peu magique parce que vous comprenez pas comment le comédien rentre d'un côté et son sosie arrive de l'autre. Oui, ça fait j'ai souvenir comme ça d'une pièce de Récounet qui s'appelait 3 partout. Avec Michel Leb. Avec Michel Leb qui jouait les 3 rôles. Oui. Alors j'avais pareil, je devais avoir pas plus de 16 ou 17 ans. J'ai ce souvenir effectivement où les gens riaient énormément. Il y avait des passages dans la pièce où plus personne ne riait juste parce que les gens étaient scotchés et qui comprenaient pas comment c'était possible. Et oui. Alors, il y a aussi l'expression Jamais 203 qui pourrait être le titre de votre pièce. Ah oui, ça aurait pu. Parce que c'est... Et d'ailleurs, l'expression, elle trouve ses origines au XIIIe siècle. Je me suis renseigné. On employait à l'époque tierce fois ces droits pour indiquer qu'un acte devait être entrepris 3 fois pour être réussi. Ah, et ça vient de là. Mal. D'accord. Alors, dans cette pièce qui effectivement est affiche complète tous les soirs, il y a les sosies, mais il y a aussi la toile de fond qui est un ressort du boulevard et de la vie, c'est l'érosion d'un couple, Sébastien Castro. Oui, c'est donc ce couple formé par donc Arnaud et Marion, José Paul et Laurence Porteil. Ils sont ensemble depuis 7 ans et effectivement au bout de 7 ans, ils s'aiment toujours, mais tout à coup, elle commence ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle commence à regarder un autre homme et être un peu émoustillée par le fait de pouvoir potentiellement faire une bêtise et revoir cet homme sans trop savoir ce qui va se passer, mais elle a un peu envie de jouer avec le feu. Et là, je suis en train de penser que je suis en couple depuis 7 ans, mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, vous avez aussi écrit les dialogues, Sébastien Castro, c'est très important en pensant aux comédiens. Oui, c'est une grande chance et c'est-à-dire que j'ai écrit vraiment pour José Paul. J'espérais jouer la pièce avec José Paul. Et quand Agnès Bourri, on a découvert qu'elle allait faire le rôle, et c'est à peu près à la même période que Laurence Porteil, on s'est rendu compte qu'on ne trouverait pas mieux dans le rôle de Marion. Il y a encore eu 1 an et demi où j'ai retravaillé le texte et où j'avais vraiment la distribution et où j'ai vraiment essayé de faire une pièce sur mesure pour tous les 4. Et donc ils m'ont aidé parce que j'avais leur personnalité en tête, j'avais leur voix en tête. Il y a des répliques en écrivant, voilà, j'espère que la pièce va être dite de cette façon-là. Et très souvent c'est le cas et c'est assez magique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne se rend pas compte du travail que représente l'écriture de ce genre de spectacle. Après, il y a 10 semaines de répétition et on change encore des choses. Oui, on a répété sur 6 mois, 5 ans, on a répété 50 services de répétition, ce qui est vraiment beaucoup pour une pièce. Et puis après, donc on allait jouer au Théâtre des Trois Thés à Toulouse, on a joué 20 fois et il n'y a pas eu 2 représentations avec le même texte. Parce que tous les jours, on logeait tous ensemble dans une maison, à un quart d'heure du théâtre.
Et on était ensemble toute la journée. Je réécrivais, on essayait une nouvelle scène, on l'essayait le soir directement. Et en fait, je sais que c'est pas des choses qu'on aurait osé faire à Paris. À Toulouse et au 3T, il y a une telle ambiance bon enfant. Et si vous voulez, à Paris, on sait que dès la première, il y a tout le métier qui débarque, il y a la presse qui débarque. Et en fait, on n'ose pas écrire une scène qu'on connaît à peine parce qu'on l'a apprise il y a 2 heures devant tous les journalistes, etc. Donc, alors que dans un café-théâtre où le public est extrêmement bienveillant, ça s'y prête un peu plus. Et puis, vous avez démontré aussi une chose, c'est que certains disent, oui, le théâtre de boulevard, c'est vieux. Ben non, il y a des jeunes dans la salle, Sébastien. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des très jeunes, c'est ça que je trouve, enfin, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions, c'est qu'il y a vraiment des gamins mais même de 6-7 ans, et qui rient, et en fait, ils rient pas du tout en décalé, ils rient vraiment, et je me dis, mais vraiment, donc ils comprennent. Il y a sûrement des choses qui leur échappent, mais ils comprennent le fil global. Et puis, il y a des ados, parfois, il y a des ados, on sent qu'ils traînent un peu les pieds parce qu'on les a un peu forcés à venir au théâtre, et puis on les sent se dérider petit à petit, puis à la fin, même, ils nous attendent et ils nous disent « je voulais pas venir et je suis tellement heureux d'être venu ». Et puis il y a des jeunes adultes et il y a des moins jeunes. Il y a les grands-parents qui amènent les... Enfin, je pourrais m'emballer pendant des heures. Mais il y a aussi une exposition, un bonus, qui est une exposition sur le théâtre de boulevard. Ah oui, elle est finie. Ah, c'était quoi? C'était génial. Ça a duré toute la première année. C'est-à-dire qu'on rentrait dans le hall du Théâtre Michel et il y avait des affiches... des affiches qui faisaient rêver. Des affiches de comédiens qui faisaient rêver. Oui, je me suis éloigné du micro. Oui. Alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est qu'on a oublié, mais vous avez été aussi chroniqueur approximatif à la télévision. Très sur approximatif. Canal. C'était quoi, ça? C'était la nouvelle édition, présentée par Ali Badou, pardon. Oui. Et alors là, j'avais été contacté pour faire une chronique. J'avais très gentiment décliné en disant j'étais très flatté, mais je ne sais absolument pas faire ça. Et puis et c'est toujours quand on est très demandeur, on n'a pas souvent les choses. Et quand sincèrement on dit non, désolé, je le ferai pas, mais là les gens insistent un peu en disant mais comment, mais vous vous rendez pas compte, c'est quand même une grande chance, est-ce que vous êtes sûr? Et j'ai dit mais vraiment l'actualité je la suis mais vraiment de très loin. Et ils m'ont dit, mais justement, ça pourrait être un personnage à la ramasse qui... Bref, et petit à petit, on a construit le truc. Et c'est une expérience que j'ai adoré faire et que je referai peut-être pas. Mais c'était super. En revanche, ce que vous refaites, c'est la petite histoire de France qui passe tout l'été sur M6. Oui, on vient de retourner la 5e saison. Ça, c'est étonnant, ça, parce que c'est une histoire de France totalement décalée. Totalement. Et l'histoire de cette série, je la trouve géniale, parce que on a tourné 3 saisons, ça marchait bien, les gens aimaient bien, mais c'était pas la folie. Et donc, ils ont décidé d'arrêter. Et c'était fini, ils ont détruit les décors, parce que quand un programme ou une pièce s'arrête, on peut pas stocker les décors, donc on les détruit. Et confinement, rediffusion, rediffusion. Et à force d'être rediffusé, les audiences ont explosé. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais il faut continuer. Donc ils ont reconstruit les décors. Et là, c'est parti. Et j'espère que ça va continuer. C'est une parodie de l'histoire de France, avec des sketchs sur Napoléon qui n'ont rien à voir avec Napoléon. Il y a l'abbé Martin, je crois. Il y a l'abbé Martin, mon personnage, qui est plus porté sur la vieille prune que sur la religion. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose de très différent, mais qui vous amuse. Alors, il y a quand même un côté très théâtral, parce qu'on tourne en plan séquence, c'est-à-dire qu'il y a une seule caméra en cadre fixe. Donc, c'est vraiment... On peut pas tricher. Quand vous avez 2 caméras, si vous avez bafouillé, vous redites votre réplique, et pendant que vous redites, on passe sur l'autre caméra, et au montage, on n'y voit que du feu. Là, une caméra, si la séquence fait 1 minute 30 et que les 5 dernières secondes, vous plantez, on jette la séquence à la poubelle, il faut la refaire. Et ben voilà. Et c'est pour ça que c'est surtout des comédiens de théâtre, et on prend un plaisir fou à faire ça. On a réalisé qu'on a passé les castings il y a 10 ans,
et que 10 ans après, on est là à continuer à tourner. Ce sera pour cet été, je pense, sur M6. Ce sera même peut-être, je crois, au mois de décembre. Très bien, on sera impatient. En attendant, il faut aller voir au Théâtre Michel une idée géniale. Alors, je précise que c'est du mardi au samedi à 21h, le samedi et le dimanche à 16h30. Alors oui, il y a une toute petite modif. En fait, en début de semaine, mardi et mercredi, on est passé à 20h. Oui. Comme ça, à 9h30, vous êtes sortis et à 10h, vous êtes au resto. Oui. Ou au lit, c'est comme vous voulez. Et samedi 16h30, dimanche 16h. Donc en fait, vous avez le choix. Vous venez l'après-midi à 20h, à 21h. Il y aura toujours un horaire qui vous convient. C'est très convivial. Le Théâtre Michel est sublime. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Jacques? J'ai des partenaires incroyables. On en a parlé. Oui, on en a parlé, mais ça correspond surtout au titre de la pièce. Et c'est une idée géniale d'avoir décalé ses horaires. Merci Jacques, et merci au public d'être là si nombreux. Et j'ai encore 10 secondes pour parler. Allez-y. Les gens nous remercient beaucoup de leur faire passer une si belle soirée. Et vraiment, je les remercierai jamais assez de nous rendre l'appareil en venant au théâtre. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu dans les Clés d'une Vie. Merci Jacques Pessy, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous. Et réciproquement, les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.